laisse un petit Héroïque. peu. On va parler d'héroïsme. J'adore Guillaume quand fait le point sur le truc important. L'héroïsme. Bref, bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices. Bienvenue à vous, amis joueurs, joueuses, ou pas, peut-être simplement passionnés d'histoire, venus par hasard ou tout exprès. On est dans la deuxième partie, celle qui va traiter des opérations militaires dans le cadre de la campagne napoléonienne CER 1806-1807. Et pour ça, je vous présente notre invité spécial, celui qui va nous faire vivre tout ça, Monsieur Patrick. Salutations Patrick. Salutations. Bienvenue à toi, c'est Guillaume Bouilleux qui nous propose cet alinéa, donc bien évidemment, bienvenue à toi, Guillaume Ier, en tout cas dans la hiérarchie et la famille C'est beau. impériale de Trick Track, Guillaume Ier. Je me contenterai de Guillaume II, tout coco et fili. Non, c'est une autre période. C'est comme en Allemagne un peu plus tard. Mieux valu être Guillaume Ier que Guillaume Que II. Guillaume II. Je ferai ce que je pourrais, promis. On a vu dans la première émission avec Patrick et Guillaume le contexte, ce contexte qui fait suite à une première série d'émissions qui était sur ce moment de campagne 1805. Il y a une petite rupture, on l'explique dans ce contexte, un petit moment d'accalmie qui n'est pas complètement un moment de paix. Ça aurait pu bien tourner, et encore, que veut dire bien tourner? Ça a finalement tourné, ça nous a amené à ce septembre 1906, ce moment, 1806, j'insiste, 1806, à 100 ans près j'y étais, où la Russie, ayant dit non, les Prussiens disent non aussi, voire même demandent à la Russie d'envoyer du monde parce qu'on va y aller, de façon peut-être un petit peu présomptueuse, en se disant certainement puisqu'ils y vont, qu'ils vont y arriver. Napoléon rapidement se dit très bien, et a priori ça va aller vite, c'est là-dessus qu'on s'est quitté. On est en septembre 1806 toujours. Oui, on est fin septembre, début octobre. Ça va aller très vite. Eh bien écoute, Très vite. la parole est à toi. Et je dirais pour les Prussiens, trop. La locomotive est partie, La on ne l'arrêtera locomotive pas. est partie. Donc, présentation des deux armées pour commencer. Non pas des dispositions, mais un peu de ce qui fait la différence. D'accord. L'armée prussienne et les Saxons qui sont avec les Prussiens, Oui. parce que ce sont les alliés, sont des armées pleinement du XVIIIe siècle, sont encore des armées du type de celles qui ont fait la guerre de 7 ans. Mais la guerre de 7 ans, il n'y a pas si longtemps. Oui. Et la guerre de 7 ans, c'est mal terminé pour la France. Il ne faut pas l'oublier, on a pris de grosses claques aussi. D'accord. D'ailleurs, on va se venger d'une claque ici, parce qu'on a pris la plus grosse qui s'appelait Rosbach. Et comme en allant se battre, on passe par Rosbach. On va en refaire une. Non, on n'en fait pas une, mais bon. on passe devant le monument commémorant la victoire prussienne. Et donc, il y a un tableau qui le représente. Le monument, il va vivre un mauvais moment, parce que justement, on est en train de se dire, on est en train de nettoyer les honneurs des armes françaises, même si ce sont celles de l'Ancien Régime. D'accord. Et le monument, on va un peu le démonter. Ok. Donc l'armée prussienne est très d'Ancien Régime, ne connaît pas le corps d'armée dont j'avais parlé lors de la précédente émission, donc connaît la division interarmes, cavalerie, infanterie, artillerie, Oui. mais avec des effectifs moindres et qui sont des pions tactiques pour mener la bataille, mais qui ne sont pas des pions de manœuvre opérationnelle ou stratégiques. Alors, je ne l'ai pas compris. C'est-à-dire que C'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle. c'est juste une question d'échelle, mais est-ce que ça veut dire qu'il marche cavalerie, artillerie, fantassin, on va Oui. dire, il marche dans une seule et même division et on ne les sépare jamais? Non, On peut les séparer on selon peut les les séparer. besoins, D'accord, mais ok. ils forment une unité réellement D'accord. qui devrait avoir l'habitude de travailler ensemble, ce qui est réellement le cas pour l'armée française, D'accord. parce qu'elle a bénéficié du temps passé à Boulogne, les gens se connaissent, Ok. ce qui n'est pas forcément le cas des Prussiens, où c'est des unités qui sont formées ad hoc selon la situation, plus ou D'accord. moins. Et ensuite, on a l'habitude à Prusse de faire le type de guerre de 7 ans, c'est-à-dire une guerre de race campagne. C'est-à-dire très peu de troupes légères, c'est-à-dire des tirailleurs qui ne vont pas fonctionner en rentrée. L'objectif de l'infanterie prussienne en particulier, c'est de développer un feu de salve non réellement visé
de la part de chacun des combattants, mais c'est vraiment la masse du feu, le plus rapidement possible, quasiment sans viser. D'accord. C'est-à-dire que les Prussiens peuvent arriver à avancer, à créer un feu roulant d'infanterie en tirant quasiment à la hanche. Avec les armes de l'époque, en tirant à la hanche, c'est simple. Oui, on ne regarde vise pas rien, du tout. c'est boum. C'est un flot de feu. Tandis que le tirailleur, lui, n'est pas quand je parle de ça, la formation, c'est vous êtes épaule contre épaule et quasiment le buste. Oui, on est épaule contre épaule. C'est-à-dire qu'on voit la personne qui est au deuxième rang ne voit quasiment rien de ce qui se passe avant que celui qui est au premier ne soit tombé et qu'on reprenne la place. Ce qu'on appelle serrer les rangs. Expression qui signifie qu'on a des pertes, c'est-à-dire on serre les rangs pour combler les vides créés par les pertes. Ça roule sur deux. Quand tu dis feu roulant, ça tourne. Feu roulant, je tire, il passe derrière, non, devant. ça devient compliqué, c'est pas forcément le cas. Alors les Prussiens, par contre, ont fait quelque chose d'intelligent pour aller plus vite. Ils ont mis une petite lame sur leur fusil pour ne pas avoir à casser, par exemple, la cartouche de papier avec les dents, pour ce genre de raison. Mais tout est fait pour ça. D'accord. Ils tirent. Voilà, ils avancent, ils tirent, et c'est des grandes lignes, etc. D'accord. Les Prussiens ont commencé, mais même pendant la guerre de 7 ans, à développer des troupes légères, mais qui sont très spécialisées. C'est des troupes qui vont agir en tirailleur. Et le tirailleur, c'est quelqu'un qui prend sa position en utilisant le terrain et qui vise sa cible. Alors, qui vise sa cible, selon le type d'arme, c'est très relatif. Et la distance. Mais malgré tout, il y a vraiment un tir qui vise. Et du côté français, habitude du tirailleur, qui socialement est accepté et était inacceptable avant, c'est qu'on fait un tir visé. Et un tir visé qui va viser en particulier les sous-officiers et les officiers. C'est le meilleur moyen de désorganiser dès le moment. Alors là, je conseille un autre film qui démontre bien ça. C'est le film avec Mel Gibson qui s'appelle The Patriot, où on voit une scène justement de Mel Gibson attaquant les forces, un groupe anglais, et on voit bien qu'il y a ce jeu. Et les Anglais, pendant la guerre de l'indépendance, considéraient que ce n'était pas très fair-play de viser en principal les officiers. Bon, donc on est dans des règles du jeu qui changent. Et à la guerre, le grand danger, c'est de ne plus être dans la bonne règle. D'accord. Donc les Prussiens sont là. Deuxième chose fondamentale pour expliquer le reste, c'est qu'il y a ce que disait Clausewitz, et j'en reparlerai après un peu de Clausewitz. La Prusse, c'est une armée qui a un État. Et ce n'est pas un État qui a une armée. La Prusse, ce sont des populations, vous avez une partie de la Prusse orientale, il y a beaucoup de Polonais, il y a beaucoup de Slaves, il y a la Prusse en elle-même, donc se reporter aussi à l'histoire de la Prusse, c'est les chevaliers teutoniques, donc on est dans des marches entre pays slaves, religions différentes, etc. Donc la Prusse, c'est le fondement de l'armée et le fondement de l'État prussien. Donc là aussi, on retrouve concentré dans l'armée tout ce qui fait l'État prussien. L'armée française, c'est l'inverse. Elle est moderne, elle a fait toutes les guerres de la Révolution, et c'est l'armée de la nation. C'est-à-dire la Prusse est encore une armée d'Ancien Régime, c'est-à-dire pour être officier, clairement, il faut être noble. Ce n'est plus le cas dans l'armée française, sachant quand même que si on parle de Napoléon, petite noblesse corse, Davout, noblesse, etc. etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a noblesse, mais ce sont des nobles qui ont vu l'intérêt venant de petite noblesse et qui ont épousé les idées des Lumières et de la Révolution. Donc c'est une armée nationale. Donc déjà, c'est différent. C'est-à-dire que la première crainte de Frédéric II et ensuite, c'est la désertion. Parce que ce n'est pas une armée nationale. L'armée française, là, un régiment peut s'éparpiller pour essayer de vivre sur le terrain. Sur la base du sentiment national, dès qu'on entend le canon, on rejoint son régiment. On n'en voit pas, ça va se dégrader au fur et à mesure, mais c'est quand même ça. Tout n'est pas idyllique, mais il y a un sentiment. D'accord. Donc les deux armées sont différentes et les Français sont sur ce corps d'armée qui est, lui, entre, je dirais, 10-12 000 hommes et jusqu'à 30 000 hommes. On verra plus loin des corps d'armée beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire c'est une force qui peut résister quasiment une journée entière à une armée beaucoup plus puissante qu'elle et qui peut être rejointe par d'autres corps d'armée. Donc ça permet, on imagine la division prussienne, elle permet pas ça. Donc l'armée, elle doit rester assez compacte, que le corps d'armée permet des manœuvres parce qu'en résistant autant d'heures,
elle permet d'être soutenue, donc on peut diviser l'armée, et de ce côté-là, on peut faire des manœuvres beaucoup plus amples et audacieuses. Oui, d'accord. En termes technologiques, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, est-ce que les canons de l'un valent les canons de l'autre? Est-ce que les fusils de l'un, etc. Les fusils, on considère. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas que la technologie. Ça, c'est un des points importants. Et ce qui est valable, je dirais encore maintenant. On voit trop d'États du monde où on dit ils ont tant d'avions de chasse. Sauf s'il n'y a pas de pilote à mettre dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Et même s'il y a un pilote qui ne sait que décoller, faire un tour et atterrir, c'est pas la même chose non plus. Donc il y a des pilotes qu'on forme en 1 an, et il y a des pilotes, comme les pilotes français, on met 6 ans à les former. C'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a une différence. La qualité du matériel français est quand même bonne. Le système de Griboval, c'est-à-dire en tant que système, parce que c'est le premier système, c'est un système, c'est-à-dire que tout est pensé, du chariot forge au chariot munitions, au type de canon, tout est pensé, c'est-à-dire les pièces sont interchangeables, etc. Donc les Prussiens n'y sont pas encore. Mais les Prussiens sont ceux qui ont inventé avec les Autrichiens l'artillerie à cheval, avant les Français. Et les Français, c'est Lafayette qui a créé l'artillerie à cheval pendant la Révolution, a repris l'idée des Prussiens pour créer l'artillerie à cheval. Donc, par exemple. Donc, ça veut dire que là, tous les servants sont montés à cheval. Et donc, la pièce assez légère peut se déplacer avec les régiments de cavalerie vite. Tandis que l'artillerie à pied, bien sûr, les canons sont tirés par des chevaux, mais les servants de cette artillerie sont à pied. Donc, ne peuvent aller qu'à la vitesse de l'infanterie, sur des camions plus lourds. Donc cet ensemble fait que techniquement, on peut considérer qu'il y a avantages, désavantages des deux côtés. Ce n'est pas la technique là, dans une vision assez américaine des choses, où on oppose, un peu comme dans certains jeux, simplement en tuyau d'orgue, tel char à tel char, etc. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est l'emploi de l'outil dans sa globalité. D'accord. Ok, donc ça c'est bien, ça met les choses à plat, on ne s'arrêtera pas là-dessus. Alors, par rapport en fait, au début de la campagne, on estime les forces justement à combien de chaque côté? Alors les forces françaises, on est entre 160 000 et 200 000, c'est toujours parce qu'après, on a globalement, l'armée française doit représenter environ 500 000 hommes. Mais comme tout, si on reprend la carte, on devrait voir que, étant donné que la campagne va se jouer ici, mais nous avons des Anglais qui sont par ici, donc on doit protéger les côtes. Et nous avons des armées en Italie. Un peu plus bas. Au sud. Côté de Naples. Donc en Italie, on a des forces aussi. Et après, il y a des forces qu'on pourrait qualifier un peu partout sur l'Empire de forces territoriales pour assurer la présence. Donc sur les 500 000, on n'a pas les 500 000 sur le terrain ici. Donc, ce qui fait que là, on se retrouve entre les chiffres. Le problème des effectifs, j'en avais déjà parlé, c'est très difficile. Mais on peut dire qu'on se retrouve entre 160 000 et 200 000 face à environ 160 000 Prussiens. Avec les Prussiens, par exemple, ont le même problème. C'est-à-dire vous avez les stocks, dont on reparlera par la suite, qui est en Prusse, et vous avez environ 80 000 hommes de soldats prussiens qui sont dans les différentes places fortes, qui occupent les places côtières s'il y en a, et il reste des forces à Berlin, etc. Mais la force de manœuvre, les deux forces de manœuvre sont quasiment de taille égale, avec un avantage quand même pour les Français qui ont une armée de masse. Et un énorme désavantage pour les Prussiens, c'est que les Russes ne sont toujours pas arrivés au début en fait, de la campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune unité russe qui vont combattre sur les premiers, lors de cette campagne éclair de Prusse. Ils n'arriveront jamais, Patrick? On les verra après. Mais en retard. Pas en retard. Eux ne sont pas en retard. Eux ne sont pas en retard. C'est le manque de coordination. Aux Prussiens, il faut ajouter malgré tout les Saxons, qui traditionnellement sont alliés, ils sont juste à côté des Prussiens. Alors comme je dirais, comme toujours, on est toujours allié avec celui qui gagne. Donc ils sont alliés avec les Prussiens tant que les Prussiens gagnent. Ça va. J'aime bien il y a une forme, un petit peu là-dessus. Il y a une forme, non, mais c'est une forme de réalisme politique et c'est valable, c'est encore valable maintenant. Je veux dire, c'est logique. D'accord. Donc, les Prussiens, nous sommes début octobre. De mémoire, le 4 octobre, donc Napoléon reçoit cet ultimatum. Dégage de là. Dégage de là. Napoléon dit on va leur donner une leçon. Et donc on va vite tomber de
Napoléon qui était à Saint-Cloud, qui va rejoindre ses forces en Allemagne, et la garde qui n'arrive pas à aller aussi vite. Donc la garde, par exemple, ne participera pas pour la majeure partie des forces, surtout la garde à pied et l'artillerie, aux opérations. Et c'est en particulier le premier régiment de hussards, par exemple, de mémoire, qui jouera le rôle ou tiendra le service qui est normalement celui du régiment de chasseurs à cheval de la garde pendant une longue période par manque de présence du régiment parce qu'ils ne sont pas là. Alors, Germain, tu dois avoir une carte des opérations avec les mouvements en fait, des unités. Attention, il y a une carte qui va arriver. Ça me fait quand même penser à… Non, pas celle-ci. Non plus. C'est sûr que c'est pas celle-là? Si c'est celle-ci. C'est celle-là. Elle est bien celle-là. On va la garder. Elle est bien, on la garde. On la garde. Parce que justement, ça va nous montrer les différences de mouvement entre les deux armées avec l'utilisation justement de ces fameux corps d'armée français, beaucoup plus souples. Et le déplacement plus compact de l'armée prussienne. Alors, simplement pour respect pour ceux qui ont fait ces cartes, vous les avez déjà vues, ce sont les cartes qui ont été réalisées et qui sont encore utilisées dans les cours d'histoire de West Point, qui est l'école militaire correspondant à Saint-Cyr. Et j'utilise toujours ces cartes qui sont très bien faites. Qu'il faudrait réactualiser pour certaines. Mais ce sont les cours faits par l'Académie militaire américaine de West Point pour ses cours d'histoire militaire. Et nous les utilisons. Et il est bien de le rappeler, étant donné que nous les utilisons, ce qui explique aussi que tout soit en anglais. Oui, n'est-ce pas? Donc, sur cette carte, vous voyez alors première chose. C'est le moment où apparaît la notion de bataillon carré. Le bataillon carré, c'est une invention et c'est les termes mêmes de Napoléon. C'est-à-dire, on va avoir un ensemble de manœuvres de ces corps d'armée sur 3 colonnes différentes, parallèles, qui permettent à des distances de marche. En vitesse normale, on considère qu'on fait à peu près 25 km par jour à pied. Sachant que des fois on monte à 60 km, 80 km avec tout ce qu'il faut sur le dos, etc. Ce sont des marcheurs, mais le français est marcheur à l'époque. Par contre, on a un problème avec la cavalerie, le français n'est pas très cavalier, c'est la différence du hongrois par exemple. Mais le français, dans sa vie, marche beaucoup. Par contre, ces marches, et on a eu des exemples à travers des recherches archéologiques où on a retrouvé des corps de soldats français, il y a une énorme usure du corps compte tenu des charges portées, du manque d'ergonomie de ces charges. C'est-à-dire que le sac à dos, si on le portait maintenant, on trouverait ça absolument ridicule. Il y a que tout le poids se porte réellement empêche de respirer, etc. Les tenues sont inadaptées, les chaussures aussi. Donc on a une forte usure, par exemple, des genoux, des pieds. Les gens étaient dans une… je n'arrête pas de le dire, mais ne pas oublier, nous qui fonctionnons à travers le moteur, le seul moteur qui existe à l'époque, c'est le moteur du muscle humain ou animal, c'est-à-dire la seule, et il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que l'épuisement physique, ce n'est pas le char ou le camion qui roule tant qu'il y a du pétrole, c'est l'épuisement physique est réel. Quand on est épuisé, on n'avance plus, et que ça c'est valable pour le cheval, c'est valable pour l'être humain, donc il faut compter ça. Mouvement de troupes. Mouvement de troupes. Donc, on revient à ça. Donc, le bataillon carré, l'idée, c'est d'avoir à peu près un carré de 60 km de côté, dans lequel vous avez tous les corps d'armée, ce qui permet, parce que Napoléon ne sait pas exactement ce que veulent faire les Prussiens, et les Prussiens savent encore moins ce que veut faire Napoléon. Donc, les Prussiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous voyez Ruchel, Brunswick, Hohenlohe, c'est les 3 masses principales des Prussiens. Et vous avez les effectifs à peu près, donc vous voyez 28 000, 60 000, 42 000, donc vous êtes dans des chiffres de cet ordre-là. Les Prussiens se disent on va essayer d'attaquer les Français avant qu'ils se réunissent. Et les attaquer avant que eux ne rentrent éventuellement en Prusse. C'est-à-dire qu'on va les chercher. En fait, le combat, d'ailleurs, chez nos alliés saxons ou thuringois, c'est mieux de se battre chez les autres. C'est mieux de se battre chez les autres, mais en même temps, nos buts de guerre étant de ramener
la France sur le Rhin, c'est pas illogique. Et en plus, on veut le faire alors qu'on pense que l'armée française est disséminée. D'accord. Napoléon, lui, se dit d'accord, voilà la situation, mais lui, il ne sait pas ce que veulent faire les Prussiens. Alors, comme je le dis, d'autant plus qu'arrivé à un certain moment, les Prussiens ne fonctionnent pas selon un système qui est militairement quand même assez intelligent, c'est de dire il y a un chef et il y a une mission, un chef, des moyens, ça c'est la base, mais il y a un chef. Il peut discuter avec les autres, mais il y en a un qui prend la décision. Les Prussiens sont encore dans cette vision un peu en fausse dentelle, et 18e. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts à l'état-major. Le roi de Prusse écoute beaucoup d'avis et il y a des conseils de guerre. Et chacun a sa position et qui n'est pas la même. Donc au bout d'un moment, on y va à fond. Puis après, comme on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? On va à droite, on va à gauche, on s'arrête là, etc. Dit comme ça, c'est risible. Mais... oui, mais je dirais c'est risible, mais je pense qu'on pourra avoir des exemples assez contemporains de choses qui sont de cet ordre-là encore. Encore maintenant. Voilà. Donc, alors je ne ris plus. Ouais, non, mais ce n'est pas drôle parce qu'en fait, derrière, il y a de la politique et des vies humaines. Bah oui. Mais c'est humain. C'est aussi humain que ça se passe comme ça. Voilà. Okay. Donc, alors en plus, il y a un avantage à avoir un seul chef. Simplement, faut-il encore que le chef soit bon. Oui. Parce que si on a un seul chef et qu'il est mauvais, ce qui peut arriver aussi. Là, on est aussi dans la catastrophe. On est aussi dans la catastrophe. Ça marche. Donc, Napoléon ne sait pas où ils sont. Et il part d'un principe qui est un principe de guerre. Donc, si on va revenir sur l'autre carte, s'il te plaît. Celle avec les mouvements. Celle avec les mouvements, voilà. Il se dit, les Prussiens veulent me ramener vers le Rhin. Donc vous voyez le corps de Mortier qui est tout à fait à gauche, donc tout à fait à l'ouest. Je n'ai pas dit que Mortier était à l'ouest. Donc tout à fait à l'ouest. Ça correspond aux lignes de communication des forces françaises, c'est-à-dire ce qui permet d'apporter des renforts, des provisions, des munitions vers l'armée française. D'accord. Là, en fait, l'armée française est concentrée sur la droite de la ligne que pourrait former l'ensemble des positions françaises. Alors, je rappelle une autre chose, nous ne sommes pas en 1914, c'est-à-dire il n'y a pas de front continu, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ce n'est pas des armées de millions de soldats, ce sont 200 000, donc très regroupés. Okay. Donc le choix de Napoléon, si on revient, désolé, à l'autre carte, je vais continuer sur la carte que nous avons sur la table, voilà, avec un gros plan. Non, pas un gros plan, un grand champ. Un grand champ. Voilà, encore, voilà, très bien. Là, trop. Désolé. Parfait. Donc, la décision de Napoléon, c'est, je sais que je prends le geste, c'est les Prussiens, a priori, vont faire ce mouvement parce qu'ils vont attaquer. Mais je ne sais pas vers où ils vont attaquer. Ils pourraient très bien attaquer la Bavière parce que Bavière est avec des intérêts moindres, mais un allié qu'on pourrait faire tomber, etc. Bon, on ne sait pas exactement, et comme je le disais, il le sait d'autant moins que les Prussiens ne le savent pas vraiment non plus. D'accord. La France, j'ai dit la Confédération du Rhin, ce qui fait que toute cette position-là, ce sont des États très liés à la France. D'autant plus liés que vous avez quand même un État, c'est tout ce qui est Berg, c'est Murat, vous avez aussi la Westphalie, etc. Donc Napoléon va dire, je vais mettre le minimum de troupes pour garder la ligne qui se trouve entre la mer du Nord, quasiment, et Mayence. Donc là, on a très peu de troupes, c'est des troupes de couverture. Et la pensée est assez simple, mais il faut la concevoir. Les Prussiens, leur ligne de communication va obligatoirement vers Berlin, leur capitale, c'est-à-dire que la ligne par laquelle justement leurs approvisionnements arrivent, c'est une ligne qu'on peut tirer de Berlin, et après, soit de Leipzig, Dresde, une ligne qu'on tire, et ensuite, ainsi de suite. Napoléon va concentrer son bataillon carré, c'est-à-dire cette force d'environ 60 km sur 60 km où il a concentré, mais surtout cette force, elle peut faire face, si elle est concentrée sous cette forme-là, en voyant un peu les choses, on va avoir 2 corps d'armée qui vont former une colonne, 3 corps d'armée au milieu, ou 4, 2 corps d'armée sur le flanc droit,
Et ce qui fait que l'ensemble peut pivoter vers n'importe quelle menace, d'où qu'elle vienne. Et sur l'avant, c'est tant qu'il n'y a pas trop de forêt de montagne, terrain défavorable à la cavalerie, c'est la réserve de cavalerie dirigée par Murat, plus les cavaleries légères des corps qui sont en tête, qui vont avoir deux rôles, qui sont ceux de la cavalerie légère. Un, de reconnaître, pour avoir des informations, pour savoir où se situe l'ennemi, et faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, créer cette image mentale, ce sentiment sur ses intentions, parce que l'important, c'est l'intention de l'adversaire pour prendre les décisions. Et deux, cette cavalerie légère a pour rôle aussi d'empêcher que l'adversaire, c'est-à-dire faire un écran, n'éclaire. Et donc il y a déjà un combat autour de l'information, c'est-à-dire si une des deux cavaleries bat l'autre, eh bien ce qu'on va retrouver dans d'autres types de guerres plus tard. Donc ce bataillon carré, ce qui est important, c'est de lui permettre justement de s'adapter. Donc je reviens sur ce que j'avais dit pour la bataille d'Austerlitz, qu'il faut absolument retenir chez Napoléon et sa manière de faire. Ce n'est pas le fait de tout prévoir a priori, c'est de toujours avoir un système d'une extrême souplesse, non pas pour simplement se plier aux événements, mais pour s'adapter aux événements de la meilleure façon. Donc il se dit, la ligne de communication, c'est Berlin. Donc, ne sachant pas où on va, eh bien, je vais concentrer mes forces sur la droite de ma ligne. Les Prussiens avançant, je vais pouvoir me glisser sur leur gauche et menacer leur ligne de communication. Qu'est-ce que ça va provoquer assez naturellement chez les Prussiens? C'est le souhait de les conserver et donc de reculer. Mais en plus, comme ils n'y sont pas préparés et qu'ils y sont obligés par la manœuvre française, ils vont reculer a priori avec désordre. Et c'est le moment où on va les amener à une bataille où moralement ils seront déjà touchés et où ils seront dans la moindre position. Et si on gagne, étant donné qu'ils n'ont plus leur ligne de retraite, on prendra le maximum d'artillerie, de prisonniers, etc. Donc l'idée générale de la manœuvre, c'est celle-ci. Donc la manœuvre française a pour objectif Berlin. Et en étant sûr qu'à un moment ou à un autre, comme je ne sais pas où sont les Prussiens, ils vont essayer de défendre Berlin. Donc je ne cherche pas quelque part l'adversaire. Je vais, par ma manœuvre, l'amener à venir à moi, mais dans la moins bonne position. Et ça, c'est tout l'art napoléonien. Et puis, il y a aussi un autre aspect. Peut-être que tu peux remettre la carte, s'il te plaît, Germain. La carte des opérations. On le fait travailler. Hein. Oui, on le fait travailler. C'est qu'il y a aussi un élément, on va dire, géographique ou topographique. C'est que, ce que vous voyez donc, dans cette couleur un peu sépia, ce sont quand même des collines, ce sont quand même des bois. C'est-à-dire quelque chose qui est justement impropre à la manœuvre. Alors là, c'est assez intéressant parce que dans l'approche des Prussiens de la manœuvre d'une armée, il est très difficilement concevable de voir en fait une grosse masse franchir en fait cette barrière naturelle, dans tous les cas rapidement ou facilement simplement, surtout lorsqu'on a un parc d'artillerie. Et c'est là une des souplesses justement du bataillon carré aussi de Napoléon, c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire passer 20 000 hommes par une sorte, on va dire, de col ou à travers des chemins donc qui traversent des bois que de faire passer 60 000 hommes avec en plus tout le train, de vivres, tout le train d'artillerie, puisque ça représente des encombrements incroyables. Là, simultanément, vous pouvez en fait franchir cette barrière naturelle. Et c'est vrai que ça fait, on peut dire, c'est une sorte aussi un peu, alors pour en prendre une expression un peu plus moderne, mais une sorte de surprise stratégique dans la capacité à faire quelque chose que d'un autre côté l'adversaire n'a pas anticipé. Non, mais lui, il n'a pas anticipé au niveau opérationnel. Il dit de toute façon, ça ne peut pas se produire. Et là, en effet, les Prussiens qui sont pris en plein mouvement vers la Confédération du Rhin, donc en direction de la France, vont à un moment découvrir qu'une armée s'infiltre finalement sur leurs arrières. Alors après, on va revenir évidemment sur les premières rencontres de cavalerie, parce qu'elles ont évidemment il y a eu un poids. Non, mais il y a symbolique. Un aspect symbolique, en effet, particulièrement important lors d'une de ces rencontres. Mais c'est vrai que donc on a aussi cette prise en compte des états-majors. Je rappelle que c'est quelque chose qui va se reproduire. Encore le rapport entre les différentes périodes, l'attitude française en mai 40 par rapport aux Ardennes,
et à la capacité, malgré un jeu de guerre joué par les Français avant qui démontrait que c'était possible, mais non pris en compte. On ne pensait pas que les troupes blindées allemandes passeraient par les Ardennes, et ils l'ont fait aussi. L'autre avantage, je rajouterai de passer par les monts de Thuringe et la forêt, c'est que par contre ça va masquer le mouvement des Français. Si la reconnaissance prussienne n'est pas efficace, du coup, ça va masquer ce mouvement. Donc, élément de surprise encore ajouté. Oui, et puis ça peut ressembler aussi à une diversion, puisque c'est exactement ce dont on parlait. On vous fait croire que l'on fait quelque chose quelque part parce qu'il y a de la cavalerie, alors qu'en fait, vous n'êtes pas là. C'est un peu l'inverse aussi de 1805, parce qu'on a utilisé la forêt noire avec Murat pour masquer le mouvement à Mack et lui masquer surtout le fait que les choses se passaient ailleurs, parce qu'il ne pouvait pas se rendre compte de ce qui se passait à cause de la forêt noire. Donc là, c'est carrément, on emploie à l'inverse. Donc, intéressant. Donc, ils partent plutôt vers l'ouest. Oui, l'armée prussienne et plutôt, mais vous le voyez sur la carte des opérations, vous voyez que la ligne prussienne va de Ruchel à Brunswick au Hohenlohe, donc dirigée nord-sud presque, mais c'est plutôt quasiment presque est-ouest. Et les forces françaises, là, elles se concentrent autour du 3e corps, ce que vous voyez, Davout. Donc vous êtes autour de Cobourg. Et donc il y a une concentration protégée malgré tout sur le flanc droit par l'Autriche qui, elle, n'est pas engagée. Donc on se dit, pour l'instant, on n'a aucun danger à attendre de ce côté-là. Donc ça limite aussi les risques. On est à quelle période là maintenant? On est en septembre-octobre. Donc c'est octobre, c'est la situation début octobre. C'est début octobre. Alors point de vue temporalité, ça se joue en très peu de temps. Ça va se jouer en quasiment 15 jours. Voilà, ça va s'accélérer. 15 jours? Oui. Là, la carte que vous venez de voir, c'est la situation au 6 octobre. D'accord. Donc, on est dans des débuts de mouvement fin septembre, quand on sent que ça sent le roussi. Le 6 octobre, on a cette situation où personne ne sait où l'autre est, cherche des informations, où les Prussiens n'ont pas réellement de plan, et où Napoléon, lui, il a déjà une idée de manœuvre et il va la conduire, même en n'ayant qu'une idée assez imprécise de ce que font en face. Ok. Octobre, le 6. Alors les premières rencontres, justement, vont être genre des rencontres de cavalerie, puisque les Français vont... de toute façon, les Français ont un impératif, c'est de contrôler quand même le passage de cette barrière des monts de Thuringe. Parce que si pour le coup vous avez des éléments avancés ou d'artillerie à cheval prussiens qui sont en batterie ou qui occupent, vous créez un bouchon, vous retardez, et là justement ça vous permet de déceler ce que va faire l'ennemi. Donc les Français en fait vont utiliser justement leur cavalerie et leurs chevaux légers pour pousser des reconnaissances. Non, pas chevaux légers. Il n'y en a pas encore. Hussards, chasseurs à cheval. Et ou alors chevaux légers mais bavarois. Voilà. Nous n'avons pas encore de chevaux légers en 1806. Ça ira plus tard, parce que ça c'est une spécialité. Justement, alors la différence elle est où? Parce qu'il me semblait qu'il y avait des chasseurs à cheval, voire en tout cas des soldats à cheval lourds et d'autres plus rapides. Mais on ne parle pas de ça alors quand on dit lourd. Non, si, on parle de ça. Alors la cavalerie, il y a Napoléon, c'est réglé, c'est Napoléon qui l'a réglé ça aussi, a réglé l'emploi de 3 types de cavalerie. On a la cavalerie légère, on a la cavalerie dite de ligne, donc ça ce sont les dragons, et on a la cavalerie lourde. Dans la cavalerie légère, en 1806, on a en France, les appellations changent selon les pays, des chasseurs et des hussards. Cavalerie légère. Cavalerie de ligne, ce sont les dragons, qui peuvent a priori servir autant à cheval qu'à pied. Donc ils sont armés d'un fusil de dragon qui ressemble au fusil d'infanterie en étant un peu plus court. Et donc la cavalerie légère est là pour faire ce travail avant tout de reconnaissance de couverture, la couverture étant d'empêcher l'adversaire de faire sa reconnaissance. Le dragon, il est là, cavalerie de ligne, pour combattre réellement en ligne, c'est-à-dire la bataille, mais aussi faire... il est un peu hybride, mais dragon hybride, parce qu'il sert à pied aussi. Donc du coup, quand on essaye de le faire servir dans les deux, il sert mal dans les deux. Donc au bout d'un moment, pendant l'Empire, il va surtout servir à cheval. Et la lourde? Et la lourde, ce sont principalement les cuirassiers et les carabiniers. Donc à l'époque, les carabiniers ne sont pas encore cuirassés, ça viendra après. Mais les cuirassiers, ce sont ce qu'on appelait les gros frères à l'époque, sur des chevaux imposants, des hommes très grands,
les hussards et chasseurs sont plutôt choisis chez les hommes petits et sur les petits chevaux. La taille des chevaux est aussi réglementée. D'accord. Et là, c'est pour la charge dans la bataille, pour réellement la rupture. Et les cuirassiers sont avec le casque en acier, la cuirasse, et ils sont armés du sabre long, c'est-à-dire sabre droit, pour piquer le fantassin qui serait couché au sol, tandis que la cavalerie légère, qui est là pour faire du travail d'escarmouche, etc., est armée du sabre courbe, qui est une tradition issue des steppes. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a une... C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi tu disais oui ou non. On a quand même une cavalerie, alors c'est pour ça que je n'ai pas bien les bons termes, une cavalerie légère, ou en tout cas une cavalerie qui justement peut aller rapidement, faire ce glacis, faire ses reconnaissances. Donc il y a chaque corps d'armée entre une brigade et une division, c'est-à-dire entre 2 et 4 régiments. Alors les effectifs, c'est entre 250 et 500 hommes. Les chevaux se fatiguent vite, etc. Donc les pertes sont très rapides. Et il y a une brigade attachée à Murat qui a une réserve de cavalerie. C'est un corps fait que de cavaliers pour faire un point important de rupture et qui est composé de la célèbre brigade infernale, 5e et 7e hussards, commandés par le non moins célèbre général Lassalle, qui est l'archétype du hussard, dont le mot préféré était de dire « tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre ». Je signale tout de suite que lui, mais il était général, est mort à 34 ans, mais nous en parlerons… Au combat, nous en parlerons par la suite. Quand il dit mort à 30 ans, c'est au combat. Oui, bien sûr, j'entendais bien. C'est pas… Et donc, pour revenir sur cette cavalerie légère, les premiers engagements et les premières reconnaissances sont effectués au-delà justement de ces monts de Thuringe par les Français, donc vers le premier combat, Saalfeld, c'est le 8. Le 8, oui. C'est ça. Le 8 octobre. Oui, ça va vite. Donc ça a commencé vite. C'est où là où tu dis là Saalfeld, on va le voir. Alors je le cherche. Vous le voyez au-dessus. Ah oui, ça y est. Ok, d'accord. Vous l'avez vu juste en dessous de Hohenlohe. Là où il est. Voilà. Vous avez Jena au nord de Bernalo. Et vous avez Saalfeld. Voilà, donc sur un cours d'eau. Voilà. Vous avez Hof. Et Saalfeld sur la Saale. Alors cet engagement, justement, nous amène à un combat de cavalerie. Oui. C'est-à-dire, vous avez une avant-garde qui est commandée par le prince Louis de Prusse, qui est, comme son nom l'indique, entièrement lié à la famille royale, qui est aussi, comme Louis de Prusse, lui est un va-t-en-guerre. Anti-français. Et c'est un des premiers combats. Vous avez un autre combat de cet ordre-là, entre avant-garde. Donc c'est un combat qui va mettre en œuvre 10 000 hommes contre 10 000 hommes environ. Sur combien de temps ça se passe en 2, 3, 4 heures. Quoi. Malheureusement, Louis de Prusse va s'engager à la prussienne, va se faire maintenir par les troupes françaises, va se faire écraser, va s'engager très courageusement dans le combat et va se faire sabrer par un hussard de la brigade Treillard qui s'appelle Guindet. Guindet. Donc, ce hussard va tuer le… C'est l'ancêtre de Germain, il s'appelle Jean Guindet, et en plus il confirme que c'est bien un de ses ancêtres. Voilà. Vrai. On en reparlera, Germain. Donc c'est ton émission. C'est ton émission. Alors Guindet qui rejoindra après la garde impériale et qui trouvera la mort en 1813 dans la bataille de Hanau, au sein de la garde impériale. Donc la première mauvaise nouvelle. Non, pour les Prussiens. Pour les Prussiens, j'entends. Oui, donc bien sûr. Vous avez un symbole qui meurt au combat. Et déjà, première mauvaise nouvelle, et action sur le moral très très important. Et là, c'est un combat entre les avant-gardes. Donc sur combat à cheval? Non, c'est d'ailleurs l'avant-garde, le combat à cheval, c'est-à-dire il y a réellement une charge de cavalerie. D'accord. Mais le prince Louis commandait une force comprenant de l'infanterie, il commandait une petite division d'avant-garde. D'accord. Mais le combat, comme le disait justement Guillaume, le combat dans lequel il meurt, c'est un combat de cavalerie contre cavalerie. Donc une charge de cavalerie conduite par Louis qui tombe sur la cavalerie française de ce corps d'armée, justement. Et je ne sais plus si c'est 9e, 10e hussard. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Donc, il y a un combat au corps à corps et il se fait sabrer.
Donc on gagne cette première bataille, Oui. ils ne savent rien de Alors, plus de là où on en est. Je dirais premier combat. Premier combat, oui, d'accord. Parce que Une bataille, nous ne sommes pas aussi précis que les Russes pour les termes. Les Russes ont un terme précis pour chaque taille de combat. Comme les Mongols ont un terme précis, c'est-à-dire 300 mots pour me dire cheval, parce que ça fait partie. Ça fait partie de leurs besoins. Ok. Donc ils ne savent pas plus où on en est. Ils ne savent pas plus qu'on en est, mais ils savent qu'on est sur leur gauche et qu'on est en train de se glisser sur leur gauche, donc en capacité de menacer la ligne de ravitaillement. Et surtout, ils se disent c'est nous qui étions censés attaquer et on se fait attaquer. Alors là, non, les Français, franchement, ne respectent pas les règles du jeu. Et là, tout le monde en est de son avis, donc c'est le désordre. Ok. Donc ça, c'est déjà très rapide. Donc on a commencé les premiers mouvements. La concentration, c'est à partir du 28 septembre. On est dans des mouvements où il n'y a pas vraiment de contact jusqu'au 6 octobre. Et là, on est entre le 6 et le 10. Tout va se mettre en branle avec une vitesse très rapide. D'accord. Ok. Donc on se retrouve devant cette situation-là. Donc les Prussiens, eux, vont chercher à s'échapper. Le problème pour les Français, c'est vers où parce qu'on sait que globalement, c'est vers Berlin, mais il y a plusieurs routes qui mènent vers Berlin. Et donc là, on va en arriver à développer la carte suivante. Carte plus précise et qui donne... voilà. T'as pas besoin des pions qui sont en dessous, c'est bon ? Non, les pions qui sont en dessous, on n'a pas besoin. Les pions qui sont dessus sont là. Et là, on a tous les mouvements, on va retracer à peu près les mouvements qui ont lieu entre le 10 et le 12. Alors, ça c'est Wittgenstein. Non, Württemberg. Alors Württemberg, lui, il est loin. Il est du côté de Magdebourg. Donc, il est par là. On le met au nord. Ouais. Voilà, on le met par là, mais il est hors carte. Voilà. Tiens, Brunswick. Brunswick, donc lui, on va le mettre à la fin du côté d'Iéna. Brunswick, Iéna, par là, mais au-dessus. Ah, Ruchel. Attends, Ruchel. Son petit nom, regarde. Ouais. Voilà. Ruchel, lui, on va le mettre du côté d'Erfurt, si on l'a, mais je pense que ça va être trop loin aussi. Non, c'est trop loin, donc il est quelque part plus hors carte ici. Ah, Hohenlohe. Et Hohenlohe, lui, il est du côté, il est pas très loin. Il va être du côté de Schweinfurt, etc. Donc plutôt, dans un premier temps, par ici. Les stocks, de toute façon. Lui, il est en Prusse. En Prusse, voilà. Donc nous, on va se retrouver avec une situation où on ne peut pas mettre tout le monde. Mais on va mettre Napoléon. Alors, Napo. Près d'Iéna. Qui arrive près d'Iéna. Ou Murat, qui est, lui, un peu partout à ce moment-là, dans cette version, parce qu'il est en train de chercher, donc plutôt par là. Il veut savoir où sont les corps d'armée. Voilà, où sont les adversaires. Okay. Donc lui, il est un peu... Et après, au bout d'un moment, vous avez un mouvement, c'est-à-dire que clairement, les Français, en fait, ils s'étendent très loin. Davout, il est par là. Voilà, Davout carrément. Il est déjà passé au nord. Donc on va. Tu veux le mettre où au début, à Combourg ou... Oui, un peu dans ce coin-là. Naumbourg, est-ce qu'on a Naumbourg Non, là on est déjà dans Naumbourg. Non, on le met par ici, hors carte aussi, mais dans ce coin-là. On va le mettre ici pour montrer. On a Bernadotte qui fait le lien du premier corps, à peu près pareil. Il est ici. Voilà. Et là, on a la concentration. Ici, avec Napoléon, on va le mettre on va le mettre comme ça, la concentration, avec Ney qui arrive derrière. C'est-à-dire tout le monde... Les autres corps il y a deux notions que Napoléon emploie, peut-être pas aussi précisément que certains historiens militaires après, mais il y a deux choses. Il y a une armée qui est concentrée et une armée qui est réunie. Ce qu'il faut retenir, en dehors de l'aspect un peu c'est technique, on a un cas où l'armée est en capacité de se concentrer, elle est réunie, parce que les corps peuvent s'apporter dans des délais raisonnables, appuyer les uns aux autres. L'armée est concentrée, c'est pour la bataille. Là, réellement, vous avez un point où vous concentrez le maximum de force. Okay. Donc Napoléon a vu une armée, prussienne, qui se trouve autour d'Iéna avec Hohenlohe, etc. Donc lui, il pense qu'il va tomber sur l'armée principale. Sur le gros. Sur le gros. Ouais.
Donc, il va concentrer ses forces autour d'Iéna, mais tout en n'ayant pas une vision claire des intentions. Et vu ce qui va se passer, il ne l'aura jamais. Hein. Ouais. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne l'aura jamais. Après coup, il pourra le créer. D'accord. Et on va se retrouver dans une situation où, si on part d'Iéna et on voit les grandes routes, bah oui. et on voit tout ce qui peut mener, par contre, à des directions qui sont vers Leipzig, etc. Le problème maintenant, c'est vous avez une forme de filet qui a permis aux Français, c'est-à-dire d'un côté ils étaient très éloignés, là vous avez les forces qui commencent à se rapprocher avec une notion de filet pour savoir, c'est le filet des troupes françaises c'est une nasse, c'est une forme de nasse. Et les Prussiens sont au milieu de la nasse. En sachant que, alors attends, tu nous as dit tout à l'heure que l'objectif pour Napoléon était un petit peu d'essayer de couper la ligne. Donc vous avez ce mouvement, vous avez déjà, voilà, et le summum, ce serait de se battre quasiment à front renversé, mais avec les Français qui gardent leur ligne de communication, les Prussiens qui l'ont perdue. Et quand on perd une bataille en ayant perdu sa ligne de communication, alors là c'est la catastrophe, parce qu'on ne peut plus se replier. Donc on est fait prisonnier. On est fini. Et c'est fini. Parce que là, enfin, alors je ne connais pas la suite, j'avoue mon ignorance, hein, mais on est quasiment dans la situation que Napoléon voulait. C'est-à-dire que là, grosso modo, dans ce que je vois, on va se dire, ils vont essayer de revenir. Alors, je ne sais pas si c'est par là, mais enfin, en tout cas, ils vont essayer de revenir pour refaire leur ligne avec le ravitaillement et la communication. Sauf que, grosso modo, plutôt vers le nord-ouest un peu. Ok. Parce que là, ils ne sont pas bien, là, non? Là, ils ne se sentent pas bien, ils hésitent. Mais ils ne le savent pas encore à quel point ils ne sont pas bien. D'accord. Ok. Mais Napoléon n'est pas très bien non plus. Mais lui, il ne le sait pas réellement parce qu'il a créé son image. Son image n'est pas totalement la réalité. Et il agit avec. Okay. Mais malgré tout, il gagne. D'accord. Ça marche. Il joue, il gagne. Donc, on se retrouve devant cette situation avec Napoléon qui se retrouve à Iéna. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il ne sait pas réellement où on est, c'est le rôle de la cavalerie, et il donne des ordres pour, parer un peu à toutes les éventualités. Donc déjà, il pense que Brunswick est encore là. Mais Brunswick, lui, il est déjà en train de partir vers le nord. Donc vous avez l'armée principale prussienne qui est plutôt par là. En vrai. Là, combien de kilomètres, Patrick, juste pour savoir? Par rapport à une journée de marche, comme tu disais, ça fait 25, 60. On doit être à une vingtaine, entre 20 et 30 km. Ouais, donc il y a une journée de marche normale qui les sépare. Voilà, normal, mais en cas de bataille, on peut aller plus vite. Ok, ça marche. Bernadotte, on lui donne un ordre, mais pas très précis. Je ne vais pas rentrer dans le détail des ordres, mais Bernadotte doit soutenir Davout, qui est là-bas. Et Davout va se diriger vers Auerstadt en passant. Voilà. On le met là pour le moment. On le met là pour le moment. Et Bernadotte reste et il ne va pas beaucoup agir. Il va être du côté de Naumbourg. Il soutient de loin. Donc en fait, un soutien de cet ordre-là, en réalité, je n'en voudrais pas. C'est un peu comme certains soutiens politiques qui sont. C'était pas voulu. C'est pas. Voilà. Je veux dire, en fait, Bernadotte, on va régler le problème tout de suite. Ouais. Il reçoit des ordres où il aurait dû faire preuve d'initiative et d'esprit de bon camarade, parce que ça, c'est important. On doit prendre des preuves d'initiative et soutenir ses amis. Là, il va se baser sur les ordres et dire moi, mes ordres me demandaient d'aller là. J'ai bien entendu le canon partout. Mais comme je n'avais pas d'ordre, je suis resté. Ah oui, et donc, il n'a pas prise d'initiative, pas prise de risque, etc. Bon, d'un autre côté, on est dans le principe aussi avec Napoléon, c'est si on gagne, c'est bien. Si on va en étant allé au-delà des ordres, si on a fait une bêtise, on s'en prend une bonne. Et donc, Bernadotte, en plus, Bernadotte pensant être supérieur à tout le monde, je pense qu'à certains... Ça a fait couler de l'encre depuis 200 ans sur Bernadotte. Il y a des gens qui aiment bien Bernadotte, qui disent c'est les ordres. Les gens qui ne l'aiment pas, qui disent ça a été un mauvais camarade. D'accord. Je fais partie plutôt des deuxièmes, donc je ne parlerai plus de Bernadotte. Sauf à la fin pour des raisons politiques. D'accord. Là, on va se retrouver donc surtout avec Hohenlohe, qui est lui du côté d'Iéna. In fine, ouais. Voilà, in fine. Et Ruchel qui s'en approche, qui va rejoindre. D'accord. Et on va arriver à la bataille. Alors, on ne va pas faire le détail de la bataille ici, parce que
Sinon, le problème, c'est que nos émissions dureraient beaucoup trop longtemps. On va rester dans l'idée générale. Ouais. Et l'idée générale, c'est globalement, la manœuvre de Napoléon a réussi. Mais il n'a pas une idée précise encore de ce qu'il se passe. Et il ne l'aura, je le répète, pas jusqu'à quasiment 1 ou 2 jours après la bataille. Napoléon est persuadé d'être en face de l'armée principale prussienne, c'est-à-dire avec le plus gros effectif, de l'ordre de 60 000 hommes. C'est là-bas. En fait, elle est du côté là-haut. Ok. Donc lui, il l'a concentré et il va gagner la bataille d'Éna en concentrant ses forces contre ces Ruchel qui va arriver après, contre les Saxons, etc. Voilà, et il va gagner cette bataille. Et il va considérer avoir gagné la bataille principale. Alors il y a 2 aspects. Il va considérer avoir gagné la bataille principale pour un premier aspect, c'est qu'il croit avoir battu l'armée principale. Mais c'est par définition l'armée principale parce que c'est là où il commande. Il y a un aspect politique aussi qui va provoquer des tensions avec Davout après. Nous avons le 3e corps de Davout qui, lui, avance vers Auerstedt en n'ayant pas... Il y a des défilés, hein, vous voyez qu'il y a quand même le passage de la Saale aussi. Lui va... Bon, là aussi, on ne va pas aller sur les détails absolus. Mais tout d'un coup, Davout se retrouve en face de l'armée principale prussienne qui, elle, n'avait qu'une envie, c'était de se retirer le plus vite au nord, justement, pour protéger. Et là, on se retrouve devant 60 000 hommes environ, qui tombent sur un corps d'armée qui est entre 20 000 et 29 000. 20-25, quoi. Alors là, logiquement, on se dit, youpla, les carottes sont cuites. C'est ça. Et là, Davout fait une chose, il dit un peu les phrases des Français à la bataille de la Marne, je ne suis pas assez fort pour me défendre, attaquons. Soyons fous. T'as dit que t'en parlais pas. Moi je vais te le demander quand même. Est-ce qu'ils savaient pouvoir compter ou justement ne pas pouvoir compter? Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, d'accord. Okay. Donc les liaisons... lui, il est tout seul. Lui, il va gérer son corps d'armée à ce moment-là. D'accord, bon. Donc il y va. Il y va. Okay. Et là, il y a un moment, c'est-à-dire la cavalerie prussienne. C'est-à-dire l'armée prussienne, beaucoup plus nombreuse, ne va pas avoir d'action coordonnée. La cavalerie avec Blücher, qui est déjà là, qui va charger, mener la cavalerie, va se confronter à l'infanterie française. L'infanterie française va casser les charges. C'est un peu Waterloo à l'envers. Hein. C'est les Prussiens chargeant et l'infanterie française tenant contre les charges. Okay. Les Français développant beaucoup de tirailleurs, ce qui fait que les Prussiens ne savent plus où est la ligne principale de l'infanterie française. Par contre, tellement la ligne de tirailleurs est dense. C'est des méthodes de combat totalement différentes. Et au bout d'un moment, l'élan prussien du début va s'user. Réellement, je ne reste pas dans le détail des brigades, etc. Et au bout d'un moment, l'élan moral de l'armée prussienne, qui était déjà en phase de retraite, va s'user aussi. Et quand Davout le sent, alors qu'il a perdu au bout de la bataille, il a perdu près d'un tiers de son effectif, de 30 à 40%. Mais le 3e corps, c'est un des meilleurs corps. Il va passer à l'offensive. Alors là, ça va transformer en déroute. Et ça, c'est au nord. C'est extraordinaire. C'est un des grands moments de l'armée française. La bataille d'Auerstedt, c'est... le moment de gloire de Davout. Un des moments de gloire, parce que... franchement... Chapeau. Et de l'autre côté, alors vous avez quand même une pente, là. Donc il faut amener les troupes qui montent. C'est un plateau. C'est un plateau. Boisé, dans la nuit, le plateau, alors il y a l'image d'Épinal, Napoléon qui voit les troupes. Pour monter l'artillerie sur le plateau, il y a un passage qui est trop étroit. Donc c'est lui qui prend en charge le travail des ouvriers pour qu'on casse la roche sur Mais c'est peut-être vrai. Parce que une belle histoire. Non, mais il y a des trucs avec Napoléon où on est dans la légende dorée, j'en parlerai par la suite. Mais il y a des choses vraies. Je veux dire, il dort avec la troupe, Bon. Donc on gagne ici et on bat à plat de couture au Henlohe et Ruchel. Oui, mais ça c'est une bataille qui est totalement différente puisque c'est une bataille où en fait les Français
arrivent corps après corps sur ce plateau. Sur le plateau. Et si au début de la bataille, il y a égalité à peu près, parce que les Prussiens pensent pouvoir tenir, parce qu'ils sont sur les hauteurs, ils tiennent. Bon, déjà, c'est compliqué. Puis quelques heures après, il y a un deuxième corps qui arrive qui commence à les flanquer. Ça devient un peu plus compliqué. Puis quelques heures plus tard, il y a un troisième corps qui commence à arriver. Donc ça, c'est fastidieux. Mais c'est un petit peu comme la marée. C'est-à-dire que le château de sable, à un moment, il est emporté. C'est on avance. Et on avance. Et on insère chaque corps qui arrive. Voilà. Alors avec, comme d'habitude, un personnage qui va nous poser, qui est le brave des braves, on l'a reconnu né, il est brave. Mais quelquefois, il est un peu... Quelquefois, il est brave. Un peu tête brûlée. Mais c'est un ancien hussard, ne pas oublier. Né aussi est un ancien hussard. Okay. Et donc lui, il arrive avec une partie de son corps, il s'insère, il se dit les camarades vont tirer des lauriers, et il y va à fond avec ce qu'il a. Et malheureusement, il n'a pas beaucoup, donc il se fait un peu taper sur le nez. Donc les choses ne sont pas... ça se passe bien, mais pas aussi facilement. Okay. La réserve de cavalerie qui est là pour, comment dire, et ça va être une chance quelque part, n'est pas là au début de la bataille. Donc va arriver au bon moment. C'est au moment où les troupes prussiennes commencent à partir, à s'effilocher, parce que là, moralement aussi, elles craquent. C'est là qu'arrive la cavalerie dans son rôle principal. Elle arrive par derrière. Elle arrive par... Voilà, et ça s'effiloche. Et clairement, la cavalerie, là, va prendre... Alors, ce qui fait la qualité de cette campagne, elle va commencer à prendre son réel rôle, tant lourde que légère, c'est on a eu un succès, l'adversaire est désorganisé, elle a le moral en berne, si ce n'est pas pire, et c'est le moment où la force combattante de l'adversaire n'existe quasiment plus. Eh bien, si vous poussez à ce moment-là, tout s'écroule. Et la cavalerie, elle est faite pour ça. Eh bien, elle va le faire, parce que peu engagée dans la bataille, elle est fraîche. Allons-y. Et allons-y. Et là, va commencer... Sachant que Murat était quand même un personnage là encore... oui, haut en couleur, mais un cavalier émérite. Voilà, cavalier émérite, il ne va pas se faire prier pour faire le boulot. Non. Et là, justement, je pense que Napoléon a pu lui dire mon cher beau-frère, achève-moi ce travail si bien préparé. C'est un travail qui consiste à courir après ceux qui reculent, faire prisonnier ou alors faire le plus de morts. Non, alors franchement, très clairement, tu bouscules, il faut réellement... Il y a deux aspects. Il y a un aspect culturel et je dirais social et quasiment psychanalytique qui fait que même actuellement, le militaire ne parlera pas de tuer. Le militaire ne tue pas. Il traite un objectif, mais je pense que c'est humainement pour continuer. Pour pouvoir continuer. On désincarne. On désincarne, mais on traite un objectif. Mais un objectif, c'est-à-dire, on fait en sorte, sauf bien sûr pour les éliminations ciblées, là on dit il y a un objectif, c'est pour le tuer, c'est clair. Mais ça à l'époque, on n'est pas dans ce genre de logique. Donc, on détruit la capacité de combat. C'est-à-dire, une unité détruite, ce n'est pas 100% des membres qui est détruite. Et une unité qui est composée de jeunes qui craquent au bout de 10% de pertes, elle est détruite avec 10% de pertes. Mais plus l'unité est solide, plus il faut de pertes pour qu'on arrive à la faire craquer. Mais l'objectif n'est pas forcément de tuer. Mais à la limite, tuer devient plutôt un moyen. Un moyen d'atteindre l'objectif final, l'effet final recherché. Donc, la cavalerie, elle est de finir, de continuer le travail, de faire craquer bien clairement. C'est de ne pas laisser de répit. Elle va plus vite que l'adversaire, grâce aux chevaux. Elle va plus vite. Elle va leur couper la retraite, les pousser. Et les gens vont être... Alors, je reviens à cet aspect physique. Ils ne sont pas dans les camions. Quand vous fuyez, vous courez. Et il arrive un moment... où on n'en peut plus et on ne peut même plus se battre parce que physiquement on n'a plus la possibilité. Et là, il suffit de ramasser les prisonniers. Néanmoins, pour donner une idée, globalement, pour Iéna, les Prussiens perdent 49 généraux prisonniers tués. Ils ont 12 000 hommes tués ou blessés et on fait 14 000 prisonniers.
c'est clair. Par rapport, non, mais c'est surtout que par rapport à cette armée prussienne ici, c'est presque une désintégration totale. C'est une désintégration totale. Et nous, on perd environ 6000 hommes, un peu plus. Ouais. Et à Auerstedt, alors là, on a dit qu'on ne faisait pas. Je vais chercher les chiffres, hein, parce que. Donc à Auerstedt, on a 23 000, entre 23 et 25 000, ce que nous disions, contre 60 000 hommes. Ouais. Et, il en reste combien? Et à la fin, nous, on a quand même, et je pense que c'est un chiffre vu à la baisse. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt 50% de pertes au global. Non, mais le chiffre que je vais donner, c'est à la baisse, mais pas 50%. Ouais. On a entre 4 et 5 000 tués, blessés, prisonniers. Chez nous? Chez nous, pour un truc environ de... Et par contre, chez eux, ils ont 13 000 morts, blessés ou prisonniers. D'accord. Donc eux aussi se prennent un grand coup sous le nez. Et là, on est. Redis-moi les dates de Auerstedt et Jena. C'est la même, c'est le 14 octobre. 14 octobre. 14 octobre 1806. C'est plié? Non, alors vous m'avez promis, j'exagère, hein, deux phrases. Vous m'avez promis une campagne de Napoléon. 1806 et 1807. Non, c'est pas plié. D'accord, c'est pour ça. C'est la première phase. Napoléon disait et a dit à tous ces tant qu'il y a des choses à faire, tant qu'il reste quelque chose à faire, il faut le faire. D'accord. Donc, il faut finir l'armée prussienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la poursuite. Et la poursuite, la poursuite, ça va aller loin. Hein. Je crois qu'on a une carte. Hein, on a une carte. Germain, la carte numéro 32, s'il te plaît. On a une carte. Et là, on est sur quand? Il s'arrête un petit peu, novembre-décembre, le temps. Non, on est toujours en octobre. Non, la suivante. Encore. Ça, c'est la bataille de Jena. Voilà celle-ci. Voilà. Donc, on part, vous l'avez vu, on part de la bataille. Ah oui, Jena, ok. Voilà, on est au niveau de la bataille le 14 octobre. Ouais. Et donc, du coup, entre le 15 et le 25 octobre, on n'arrête pas. D'accord. Mais on n'arrête pas. Et chaque ville, les Prussiens se disent, j'arrive dans une plateforme, je m'arrête, je vais pouvoir reprendre mes forces, etc. Ils sont rattrapés. C'est cool. Okay. Y a des combats de cavalerie très connus, en particulier avec la brigade infernale. Attention quand même aussi à côté épopée. Il ne faut peut-être pas pousser trop loin. et on arrive à Berlin et à l'Oder au 1er novembre. Oh, punaise. Ça se joue en 15 jours. Et en 15 jours, on est monté jusque-là. Donc la notion de blitzkrieg, là on pourrait l'appliquer, sauf que comme le blitzkrieg de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas été conceptualisé en tant que tel. Ouais, c'est la réalité des faits. Ouais. Et au fur et à mesure, on grignote ce qui reste. les Prussiens vont s'arrêter à un endroit, ils se font encercler par la cavalerie, ils se rendent, etc. Et ça va jusqu'à ce phénomène encore de la brigade infernale. J'aime bien la salle, j'y peux rien. C'est-à-dire la prise de la ville de Stettin, qui est une forteresse, armée de canons. Alors, sur la Baltique, hein, précisons-le, c'est au nord de la Prusse. Hein, oui, c'est au nord de la Prusse. Il faut traverser tout le pays. Ouais, ils sont allés jusqu'à la Baltique. Et donc, vous avez cette brigade qui est environ un effectif de 500 cavaliers à l'époque, parce qu'avec l'usure, les chevaux qui n'ont pas suivi, etc., chaque régiment, 5e et 7e hussards, doit être environ à 200-250 cavaliers encore disponibles. Ils arrivent devant cette forteresse. C'est en haut. Oui. Par là? Non. Peut-être qu'elle est notée. Non, elle n'est pas notée. Non, elle n'est pas notée. Bon. Mais on l'a sur l'autre carte. Normalement, on doit la voir. Stettin, voilà. Sur l'autre carte, s'il te plaît. Tout à fait en haut, vous voyez Lannes, qui est noté tout à fait en haut. Oui. Et Stettin, c'est à cet endroit-là. Ah, d'accord. Et le 28 octobre, donc, vous voyez, gros plan, voilà, vous voyez, Stettin est là-haut. Il y a Murat, etc. Okay. Donc la salle arrive, c'est avec 2 régiments de hussards devant Stettin. L'état moral des Prussiens est tel qu'il suffit qu'ils baladent un caisson de munitions et fassent dire que s'ils ne se rendent pas, il va faire tirer son artillerie qu'il n'a pas. Et la ville se rend. Donc Murat annonce la nouvelle à Napoléon qui dit que si sa cavalerie légère commence à prendre des villes, il va falloir qu'il licencie son génie et son artillerie. Donc, autre phrase célèbre de Murat, c'est eh bien le combat finit faute de combattants. C'est parce que, arrivé à un certain moment, tout le monde s'est rendu, quasiment.
Et faute de combattants, on arrête. Le combat. Et donc là, la première phase de la campagne de Prusse s'arrête, sauf qu'il y a quand même des résistances. Alors, je vais faire un point sur 2 choses. En Prusse orientale, il y a encore une armée qui s'appelle l'armée dirigée par le général Lestock. Le général Lestock représente ce qui reste de l'armée prussienne. Donc ça veut dire, comme je le disais, c'est une armée qui fait l'État, tant qu'il y a une partie. Il reste cette partie. Okay. Deuxième aspect, qui est un aspect important, c'est la ville de Kolberg. Kolberg, qu'on ne doit pas avoir ici, mais Kolberg qui est donc sur la Baltique, qui est un grand port sur la Baltique prussien. Et il y a un aspect intéressant d'un point de vue historiographique. Première chose, Kolberg va résister assez longtemps, mais pas autant que certains le diront, à la pression française, et ça va faire un regain de fierté nationale. Et à Kolberg, on a des officiers qu'on va retrouver par la suite et qui vont être à la base de la renaissance de l'armée prussienne. Okay. Deuxième chose, Kolberg est important parce que ça a une image importante jusqu'à la Seconde Guerre mondiale par rapport à la combativité des Prussiens et de l'Allemagne. Kolberg, c'est le titre du dernier grand film. Mais alors, quand je dis grand film, c'est à gros budget, etc. Du Troisième Reich, en fin 1944, début 1945, avec des milliers de figurants en tenue, alors qu'il ne reste quasiment rien. Et qui va faire avec un discours national-socialiste un film dit historique pour pousser à la résistance et avec, porter dans la bouche des personnages historiques des argumentaires, etc. Et c'est un film en couleur, mais c'est un film de propagande, il faut le prendre tel que. Et les Allemands ont même envoyé des avions particuliers pour que le film soit projeté au profit des troupes allemandes enfermées dans les ports français pour remonter le moral. Donc on en est là. Et donc cette image de Kolberg date de cette période. Et là on retrouve dans ces combattants des gens qu'on connaît à travers deux cuirassés connus pour la Seconde Guerre mondiale, que Scharnhorst, Gneisenau, mais en réalité qui devraient être connus pour leur travail pendant la période napoléonienne, et un personnage qu'on va retrouver et qui est fondamental, qui est encore fondamental maintenant, qui fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle Clausewitz. Et Clausewitz est un officier qui a connu Iéna. Iéna aussi. Non, il est fait prisonnier, lui, il n'est pas Kolberg. Qui va être fait prisonnier, qui va vivre en France, et c'est le début, c'est une des expériences qui va nourrir sa réflexion, et qui va nourrir toute son œuvre, dont on connaît en particulier l'opus magnus de la guerre, et qui est encore valable maintenant. Donc on est à la naissance aussi d'une grande évolution par Napoléon, mais aussi par les vaincus de ce jour, dans l'évolution de l'art de la guerre. Et par ceux qui l'auront étudié. Et par ceux qui l'auront étudié et qui en ont tiré les conséquences. De la même façon que les Français sont arrivés à ça, à cause des réflexions menées à partir d'une autre défaite, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la défaite de Rosbach pendant la guerre de 7 ans, où Frédéric II a écrasé les Français et ses alliés, et qui a provoqué la renaissance de la pensée française, Guibert, etc., qui nous permet, dont l'aboutissement, c'est la paix. Et c'est assez curieux de se voir ce mouvement de balancier entre une défaite française qui va amener à la réflexion et les évolutions qui vont permettre de créer cette formidable grande armée et la pensée et les réflexions, y compris de Napoléon, et la défaite de 1806 qui va être à l'origine du développement de la pensée moderne de la Prusse, qui va avoir un rôle fondamental dans la défaite française en 1813, 1814 et surtout 1815, on en a déjà parlé, mais aussi qui va être le fondement de cette pensée qui va s'exprimer quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors vas-y. Non, c'est que de toute façon, c'est vrai que cette campagne, comme le précisait Patrick, il faut l'imaginer comme des sauts de puce et comme en fait une désorganisation. Il va y avoir des points de résistance. Il y a aussi une résistance à Lübeck, puisque avec justement Blücher, c'est Blücher qui va se rendre parmi les derniers. Ce qui ça montre aussi un certain état d'esprit de la part de ce personnage. Et c'est un coup de tonnerre
à nouveau oui. dans le monde diplomatique. Alors en Angleterre, il y a une incompréhension totale de la part des Anglais qui se disent mais finalement qui diable va arrêter ce diable d'homme. C'est bien évidemment un traumatisme parmi la population prussienne, avec une entrée triomphale de Napoléon à Berlin. En revanche, je pense que là, Napoléon peut lui reconnaître d'avoir été très clairvoyant sur sa manière, dans tous les cas, d'aborder son triomphe, parce que l'occupation de la Prusse est une occupation, on va dire, en douceur. C'est-à-dire qu'au début, non mais 1806, oui, non, au début, c'est non mais pour justement ne pas s'aliéner la tout à l'heure, c'est une campagne éclair. La population a relativement peu souffert de ça. Non mais c'est voilà, là, parce que c'est déjà quand on parlera plus tard de la terre brûlée en Russie, c'est pas tout à fait la même chose. Le moujik, lui, il va vraiment subir des décisions politiques. Moscou est brûlé par les Russes, forcément les moscovites sont pas forcément contents, même si on dit bah oui mais les Français n'avaient qu'à pas venir jusqu'à Moscou, certes, mais bon il y a quand même un incendie qui ravage la moitié de la ville. Là, en fait, en Prusse, c'est une destruction militaire, mais les conséquences, on va dire, sur la population sont faibles, en fait. C'est une campagne très courte, et Napoléon ne va pas justement annexer, en fait, la Prusse non plus. Et politiquement, il va quand même relativement bien jouer le coup pour justement s'attirer, finalement, on peut difficilement parler peut-être de sympathie, mais dans tous les cas, s'attirer à une attitude, on va dire, neutre, ce qui lui servira d'ailleurs plus tard auprès des institutions et auprès en fait du pouvoir politique prussien. Donc, dans un premier temps, vu les résultats de la campagne, eh bien, les Prussiens sont bien obligés. Donc, il y a des propositions d'armistice. Oui. Et c'est là où l'Estoc va jouer son rôle et les Russes aussi. On pourrait penser qu'après cette claque, les Prussiens vont dire on arrête. Profil bas, oui. Mais comme, d'entre-temps, l'Estoc est encore en Prusse orientale et que les Russes sont arrivés en territoire prussien, eh bien, on va tirer… deuxième round. On va tirer… ça va être la raison du deuxième round. C'est qu'en fait, le roi de Prusse ne peut plus, n'être plus en position de ratifier la proposition de paix parce qu'il ne contrôle plus l'ensemble de ses territoires. Avec l'idée de continuer, il est soutenu. Et donc, du coup… Eh bien, cette campagne de 1806 a cassé l'armée prussienne, a permis d'occuper la quasi-totalité du territoire prussien, mais ne termine pas les choses, parce que l'arrivée des Russes en territoire prussien, ça permet de relancer le jeu. Et là, on arrive donc en novembre, décembre, et on arrive à ce qui va permettre de très vite, dès décembre, de commencer la deuxième partie, c'est-à-dire on peut dire en décembre 1806 qu'on commence quasiment la campagne de 1807, c'est-à-dire avec les Russes. Ce que tu disais, une continuité en fait. Une continuité, et donc mais avec une explosion de conséquences politiques. N'oublions pas, j'en reparlerai après, mais Berlin, Napoléon rentre à Berlin et il y a un décret qui est fondamental, qu'on appelle le décret de Berlin. Alors, est-il réellement signé à Berlin? Ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Le décret de Moscou sur la Comédie Française, etc., c'est pas vrai. Mais ça permet de faire paraître politiquement, moi, empereur, j'ai signé un décret à Berlin. Tu as vu d'où j'ai signé le décret, moi. Donc, c'était le meilleur moyen politiquement de montrer. Bon, on l'appelle le décret de Berlin. Qu'il l'ait été ou pas, c'est le côté symbolique. Mais c'est celui qui a établi le blocus continental. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, avec le blocus continental, on rentre dans une nouvelle phase des guerres napoléoniennes. Je rappelle ce que c'est de dire les Anglais, selon leur tradition, ont toujours fait des blocus à travers leur marine pour bloquer, parce que la première chose qu'ils ont fait quand la guerre a repris, c'est de prendre tous les bâtiments marchands français, plus de 1200 bâtiments, avec les marins dessus, et les marins qui auraient pu servir dans la marine de guerre après. Donc, et Napoléon dit, pour résister à ce blocus, je vais faire un blocus continental, c'est-à-dire je vais bloquer le port à tout le commerce anglais et des alliés de l'Angleterre. Et oui, mais pour bloquer tout le commerce de l'Europe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être en possession de toutes les côtes européennes. C'est pas le cas. Non. Et à chaque fois qu'un pays va dire je continue à traiter ou à commercer avec les Anglais, on va avoir une sanction de la part de Napoléon. Et comment on commence à voir ça? On commence à se poser la question des guerres napoléoniennes un peu autrement.
Ouais. C'est-à-dire le cas du Portugal qui a toujours eu des liens particuliers, on va le voir si on le fait pour la prochaine émission. Ça explique beaucoup, ou au moins en grande partie, pas simplement, de ce qui va se passer après et qu'on va considérer comme étant de l'expansionnisme français, mais que je ne suis pas sûr qu'on puisse analyser simplement comme de l'expansionnisme. Ouais. C'est avant tout le seul moyen de maintenir ce blocus, c'est d'avoir le contrôle des côtes. D'accord. Et dans ce cas-là, dès le moment où ceux qui contrôlent ces côtes ne vont pas dans le sens de la politique, on a ce qui apparaît comme de l'expansionnisme. On va aller chez eux. OK. Voilà, conclusion de cette campagne éclair. Tu m'étonnes. En un mois et demi, le temps de regrouper toutes les troupes, c'est la puissance prussienne qui est complètement balayée, détruite. Alors il y a un corps qu'on va retrouver qui jouera un rôle bien évidemment dans la campagne d'hiver, mais c'en est fini dans tous les cas de la Prusse telle qu'elle-même s'est connue jusqu'à cette rencontre avec, on va dire, sa némésis. En fait, la némésis de la Prusse, c'était Napoléon. Oui. En vrai, de vrai. D'autant que, alors, si on repose à plat la situation et pour préparer du coup la suite de l'émission, ça veut dire qu'on est en place. La seule chose qui empêche de terminer proprement et peut-être d'avoir, une fois encore en juin avec le SI, on aurait pu aller peut-être plus loin, c'est que finalement, Napoléon s'était fait une image mentale. Comme tu l'as dit, il a agi en conséquence. Ce n'était pas tout à fait ça, mais finalement, ça s'est plutôt bien déroulé, ça a bien continué. Là, en l'occurrence, il sait qu'il y a l'armée russe qui est arrivée. Oui. Donc là, il sait que ce n'est pas terminé réellement et que c'est reparti pour un tour. Il sait que ce n'est pas terminé réellement et que c'est parti pour un tour. Alors le tout c'est que le tour se passe le plus vite possible. Et je parlerai de ces différents points par rapport à ça. Mais il a conscience. Je pense qu'il aurait aimé que ça se règle comme ça. Mais en fait, il l'a dit lui-même. Il y a quand même une partie où les événements, il a moins commandé aux événements que les événements se sont imposés à lui. Se sont imposés sur ce qui s'est passé. Donc en grande partie, il y a ça. Alors je rappelle que vu ce que j'avais fait une petite la Saxe. Maintenant, vous voyez bien qu'elle est plutôt dans le giron français. Okay. Et la Saxe va devenir un de nos principaux alliés. Pour la suite. Et aussi, un élément important du grand sujet qui va commencer à apparaître. Et là, on voit que tout se complexifie. On a eu le blocus continental. Oui. Et on a un autre sujet qui va tout d'un coup apparaître, qui n'existait plus depuis la fin du XVIIIe siècle, la Pologne. Parce que tout d'un coup, la Pologne, qui n'existait plus, partagée qu'elle était entre l'Autriche, il y a eu 2 partages de la Pologne, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, eh bien la France, dans la suite, va arriver en Pologne. Et les Polonais ont toujours soutenu la République, la Révolution. Il y avait des troupes polonaises. Et Napoléon va être extrêmement bien reçu par les Polonais, qui pensent que lui va leur apporter la solution de la renaissance du pays. Et voilà, et ça va être une nouvelle raison et un ferment d'opposition encore nouveau qu'il va falloir gérer, bien ou mal. Et voilà, et c'est un nouveau casus belli. Plus on avance, plus la situation… Plus ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Patrick, merci beaucoup. On arrive au bout. Guillaume, merci à toi aussi. Il y aura bien évidemment… l'épilogue. L'épilogue, c'est ça. Il va falloir quand même conclure. Il y a une campagne d'hiver, me suis laissé dire. Exactement. On parle de février, c'est ça? On est en décembre. En fait, il y a une campagne. On a une campagne d'hiver qu'on va qualifier entre décembre, entre l'hiver 1806-1807, une courte pause. Et après, l'épilogue. L'épilogue. C'est en juin. L'épilogue juin de cette campagne de 1806-1807. Cette fois, je ne me serais pas trompé de 100 ans. On se retrouve donc pour l'épilogue et conclure. À tout bientôt. Des petites questions?